Bonjour et bienvenue sur une vidéo sur la cybersécurité d'après le CTF Over the Wire. Donc aujourd'hui, on va faire le level Narnia, level 1 et level 2. On se connecte et on va voir à quoi ressemble le prochain exercice. Donc on sait bien que c'est dans Narnia, on fait un ls, on fait un vime Narnia 1.c et donc on va voir le code source. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le code source? Alors quelque chose de très intéressant, c'est qu'on voit un pointeur, donc c'est une adresse de retour sur une fonction. Et une fois qu'elle sera appelée, en fait, elle va exécuter l'adresse qu'on va mettre dedans. Donc cette adresse-là, elle sera mise après. Donc qu'est-ce qu'il vérifie là? Il vérifie que est-ce qu'il y a une variable d'environnement qui existe, qui s'appelle egg. Donc si elle n'existe pas, il nous dit que il faut lui donner quelque chose pour exécuter l'environnement variable egg. Donc s'il n'existe pas ou si elle n'a rien à l'intérieur, hein, évidemment, si elle n'a rien à l'intérieur, ça va pas bien fonctionner. Et elle fait un excite 1. Et si elle existe et qu'il y a des choses dedans, elle va récupérer la valeur qu'il y a à l'intérieur. Et puis cette valeur-là, elle va être mise donc, dans le ret, là, dans la valeur de retour. Le code sera injecté dedans. Donc c'est une injection de code dans une variable d'environnement. Alors, ce genre de vulnérabilité, c'est très courant et c'est très destructeur. Il n'y a pas que dans les variables d'environnement que ça peut être mis. Ça peut être mis dans n'importe quel tel fichier. Ça peut être mis dans des flux, etc. Ça peut même avoir des problèmes, injection web de shell, etc. Et ici, par exemple, pour exécuter ce type de vulnérabilité, là, il faudra lui mettre un shell. Pourquoi? Parce que si on quitte, on regarde Narnia 1, on voit qu'il est en rouge. Et si je fais un ls al Narnia, je vois qu'il a un site ID et qu'en plus il est sur Narnia 2. Donc si on arrive à avoir le site ID et le shell, on a un shell avec l'utilisateur Narnia 2. Il y a plusieurs choses à voir avant. Comment on peut exécuter un shell sur Linux? Eh ben, pour exécuter une commande, on peut faire appel au syscall, donc qui veut dire aux appels système. Donc les appels système, ils sont numérotés, ils sont ici là. Donc ça on peut soit les récupérer là dans ce site-là syscall ou soit dans le fichier, les fichiers header dans le kernel Linux où on peut récupérer ce genre d'appel système ou dans la libc, etc. Et on voit que par exemple le 11 là, 6, donc l'appel exec-cve permet d'exécuter une commande. Et si on clique dessus, on a un peu plus d'informations. Donc il nous dit qu'il faut lui mettre le nom et le chemin de la commande qu'on veut exécuter. Donc nous, ça sera un shell, donc ça sera soit ch, soit bash. Donc après, en fait, nous, on va utiliser bash parce que depuis quelques années sur Linux, en fait, dès qu'on fait exec-cve et qu'on indique pas au bash explicitement qu'on veut garder le site ID, il va le remettre à 0 et donc on n'aura pas le site ID de Narnia 2, mais bien de Narnia 1 et ça va pas fonctionner. Donc il faudra avec un argument "-p" lui préciser. On peut lui mettre après un argument, donc ça c'est l'argument P. Là on pourra lui mettre bin bash et après là pour couper la chaîne on met un caractère nul. Alors regardons qu'est-ce qu'il nous dit dans la documentation bash pour la persistance. Donc on fait slash, on fait man bash, on fait slash p pour rechercher l'argument .p. Donc on peut faire n comme next pour naviguer dans la documentation. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui est marqué. Si l'option "-p" est fournie au démarrage, le comportement du démarrage est le même, mais l'effective user ID est pas remis à 0, donc n'est pas réinitialisé. Donc ça nous dit que si on met P, l'effective ID n'est pas réinitialisé, mais si on l'enlève, le cas contraire, hein, s'il n'est pas présent, il sera réinitialisé et on n'aura pas le situ ID. C'est très important. Parce que si vous essayez de mettre un shell avec ch sans persistance, vous verrez que ça ne fonctionnera pas. Maintenant, on va essayer de voir comment créer un shell. Alors, quelque chose de très important, c'est que ici, on sait qu'on est en 32 bits. Alors, pour savoir si Narnia est en 32 bits, on fait un file, Narnia. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que les situ ID, ELF, 32 bits, LSB exécutable, et en plus, on a Intel 386. Ça veut dire que là, notre shell, il faudra le faire en 32 bits. Faites attention, hein, des fois, si votre fichier qui contient l'exploit est en 64 bits, des fois, il faut mieux faire le shell en 64 bits. Après, on peut se débrouiller pour qu'il fonctionne en 32 bits. Et ça dépend de certaines choses. Ici, on sait qu'on ne peut pas
écrire sur ce répertoire-là et ce répertoire temporaire normal. Donc il faut créer un répertoire temporaire dans le temporaire normal nous-mêmes. Donc ça se fait avec Mac, donc mk-tmp-d. Donc là on voit qu'il a créé notre répertoire temporaire. On va dedans, donc on fait un change directory, donc cd, et on fait coller. La prochaine étape, c'est d'écrire notre shell. Donc vous prenez l'éditeur que vous voulez. Par exemple, moi je prends Vine. Vous pouvez mettre le nom de fichier que vous voulez. Et à la fin, l'extension, on va mettre ACM parce qu'en fait, on va écrire notre shellcode en assembleur. Les exercices que je fais, elles sont pas que là pour vous expliquer la solution, hein, pour vous montrer la solution, c'est pour aussi un but éducatif, hein, évidemment. Si on comprend pas, c'est pas marrant. Bah. Donc là, on va écrire le code assembleur et je vais vous expliquer comment fonctionne chaque chose. Donc là, on met bit 32 parce que on va faire du code assembleur en 32 bits. On a une section texte. Alors la section texte, c'est très particulier. On peut avoir plusieurs sections hein, en assembleur, texte, data ou autre. Hein. C'est suivant où on met les données. Et la fonction texte, c'est quand on met le code assembleur qui permet de exécuter les programmes. C'est pas pour stocker les données. On met global start. Donc ça, c'est à partir de d'ici qu'il va commencer. Et là, on a le commencement avec start de petits points. La première chose, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre sur la pile la valeur 0xb. Alors, qu'est-ce que c'est 0xb? Eh bien, en fait, c'est la valeur 11 en hexadécimal qu'on va mettre dans EAX. On va la dépiler dans EAX. Donc là, le EAX, en fait, ça sera le numéro d'appel système. À quoi ça correspond B en hexadécimal ou 11 en décimal en appel système? Eh bien, revenons dans nos appels système, donc le Linux syscall référence, et on voit qu'ici, là, ça correspond à notre appel système exec CVE. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Après là, on va faire un XOR EDX EDX. On fait un OU exclusif EDX EDX. Pourquoi on fait un OU exclusif EDX EDX? Parce que OU sur deux mêmes valeurs strictement identiques, c'est toujours égal à 0. Et pourquoi on n'a pas fait un mauve? Par exemple EDX, 0. Tout simplement parce que ça va nous mettre 0 dans notre langage machine. Et en C, ou dans d'autres systèmes d'exploitation, le caractère nul brise la chaîne. Donc, si on met 0, notre shellcode ne sera pas complet et ça va planter et ça va pas fonctionner. Une fois qu'on a mis EDX, qu'est-ce qu'on fait? On push EDX qui est égal à 0 et pourquoi? En fait, 0, ça permet de faire une terminaison de chaîne. Donc là, on va lui passer l'argument. Mais l'argument, on va le faire passer en une chaîne. Si on regarde shift exec, on voit que par exemple là, c'est des char user là, compte user là, et on voit bien que c'est des tableaux qu'on lui donne. Donc il faut bien qu'on connaisse où est la fin de chaîne. Donc on mettra toujours fin de caractère. Donc le EDX, on le pousse sur la pile. Donc on commence à faire notre chaîne de caractères. Donc on met 0 dans la pile de terminaison de chaîne. Et après on met notre argument push word. Donc on met toujours à l'envers. Pourquoi? Rappelez-vous de la vidéo précédente que je vous ai fait. Je vous ai dit que le processeur x86 c'est une architecture en Little NZS. Ça veut dire que les bits de poids fort sont à droite, donc il lit à l'envers l'ordinateur. Donc toutes les chaînes ici là qu'on va lui passer, on va lui passer à l'envers. Et là c'est mis en hexadécimal, donc avec la table ASCII. Alors comment fabriquer ces valeurs facilement? Eh bien c'est simple, vous allez sur Cyberchef. On sait que c'est une valeur comme ça, qui est inversée. Donc là, on met reverse. Donc là on met dans l'input, on met P. Donc là, on voit bien que c'est inversé. Et là, maintenant, il faut mettre en hexadécimal. Donc là, on marque X. On dit qu'on va la transformer en hexadécimal. Donc tout. Et alors après, là, si ça vous dérange, hein, vous avez un espace au milieu, vous pouvez l'enlever. Sur le délimiteur, vous mettez en none, qui veut dire rien. Et là, vous avez votre code qui est nickel, qui passe là. Donc là, le dernier argument, il est dans le registre ESP. Donc on va mettre l'adresse de la pile là, ESP dans ECX. Qui après, à la fin, nous permettra de rassembler toute la chaîne qui nous permet d'exécuter un terminal bash avec l'argument .p pour garder, -p plutôt, pour garder le situ-id. Donc c'est comme ça. Donc là, le premier argument, la première chaîne avec l'adresse est créée. Deuxième chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exécuter bin bash. Donc comme je dis, là, il faut que ça soit inversé. La première chose qu'on fait, il faut mettre le terminateur de fin de chaîne qui est égal à nul, qui est 0,0. Donc c'est simple. Donc là, qu'est-ce qu'il faut exécuter pour bash? Il faut bash, il est dans le répertoire bin et il faut l'exécuter bash. Et là, il faut faire attention. On est en 32 bits. On peut avoir que 8 octets.
Donc si ça déborde, il faudra le tronquer et le mettre en haut. Donc là, on voit que par exemple, ça termine à 6E. Donc là, on a les 8 octets. 1, 2, 3, 4, 5. On a les suivants. On voit que ça, et là, on voit que ça tombe pas pile poil. Il reste 68 là. Donc le 68, on le met là en dernier. Donc on fait comme ceci. Et vous copiez ceci. Alors ça, c'est bien de le faire comme ça. Hein. Ou même comprendre comment mettre des arguments. Car ça, rien ne vous oblige de faire du shell personnalisé. Vous pouvez changer le nom de fichier que vous voulez exécuter, mettre des arguments différents et mettre des syscalls différents. Par exemple, vous pouvez par exemple lui dire d'écrire dans un fichier, de l'ouvrir, de le fermer, il y a même des choses un peu plus intéressantes. Par exemple, si on voit le 37 là, qui est très intéressant, on peut s'amuser à tuer des processus, hein, si on arrive à avoir un accès, à avoir des droits assez hauts. Et par exemple, supprimer des EDR ou des journaux, des processus de journalisation, ou de supprimer, de tuer des antivirus, etc. Hein. On peut faire des choses très, très importantes. Donc une fois qu'on a fait ça, on met l'adresse de la pile, donc ESP là qu'on vient de faire là, dans EBX, c'est bon. Et là, on a toutes les informations nécessaires pour créer et exécuter le bin bash 0.p. Donc ça, là, on a les adresses qui sont mises dans nos différentes registres, donc EDX, ECX, EBX. Alors, il n'y a que EDX qu'on n'a pas mis. Alors, EDX, c'est nul, 0, c'est pour terminer notre exécution. On a dit qu'il n'y a plus d'arguments, etc. et que c'est bon, ça fonctionne. Après, on met ECX, donc on met notre argument, donc on l'empile. Après, on met EBX, donc notre exécution de bash, bin bash. Et une fois qu'on a empilé tout ça, là, on récupère l'adresse de cette pile-là, donc dans ECX, EXP, qui va être reprise qu'on va appeler exec-cve grâce à l'appel système. Donc c'est l'interruption qui va faire ceci, il va exécuter exec-ve par rapport au numéro du syscall, donc de l'appel système. Donc là, c'est bien, on a un assembleur, mais dans par exemple environnement, il faut mettre ça en langage machine. Donc on va faire ceci. Donc on enregistre avec W, ou vous pouvez faire autrement, vous pouvez faire X qui va enregistrer et quitter en même temps. Et là, il nous faut le compiler. Donc au début, on va l'assembler en objet, donc avec NASM, F. Donc là, quel format? Bon, on a dit que le binaire, elle était en 32 bits. Et ELF, donc nous on fait pareil, on le met un objet en ELF 32 bits, et on lui fournit le programme à assembler. Alors là, le problème, c'est qu'on n'a qu'un programme objet. Notre binaire a bien été assemblé à l'intérieur, mais il n'a pas les adresses, par exemple, pour appeler les syscalls, etc., par rapport au système d'exploitation. Donc là, c'est pas encore lié. Donc là, on va le lier avec un linker. Donc on fait un LD. Pareil, on lui fournit avec M quel type c'est. Donc c'est un ELF. Pour quelle architecture? Donc une architecture 386. Et on va lui fournir le fichier objet. Et on va lui dire en sortie, donc output, le fichier exécution. Donc là, normalement, ce fichier-là, s'il était bien écrit, il devrait s'exécuter. Donc, on va l'exécuter une fois, voir si ça fonctionne. Donc, on l'exécute en faisant ./exec. On fait entrer. Et là, on voit qu'il nous exécute bien un shell. Donc là, comme il n'y a pas eu ça n'a pas été injecté dans le feature ID, etc., on n'aura évidemment pas le bon droit, on a bien fait en arrière 1. Et là, c'est juste pour vous montrer que le code a bien été compilé et qu'il est fonctionnel. Donc on fait un exit. Et le problème, c'est que là, on va l'injecter en hexadécimal, donc en langage machine, dans notre propre variable d'environnement. Donc ça, il faut le désassembler, ce qu'on vient de faire. Donc comment le désassembler? On le désassemble avec objet dump. La syntaxe est très importante. C'est pour plus de compréhension, en fait. On met en syntaxe Intel, hein, pas AT&T. Et on va lui dire de désassembler. Et donc avec D majuscule. Et on lui indique quel fichier. Donc nous, c'est exec-cve. On fait entrer. Et là, on a notre code machine. Donc là, c'est code assembleur. Donc langage assembleur. Et là, c'est le code machine que la machine comprend. En fait, la machine, ça, elle va comprendre ça. Elle comprend le binaire. Donc, pour que ça soit plus lisible, elle nous l'a converti le binaire en hexadécimal. Mais ça, c'est ce que le CPU, votre microprocesseur, comprend. Une fois que ça sera ça, il l'envoie directement dedans et ça fonctionne. Après, c'est un peu plus compliqué dans les systèmes d'exploitation modernes parce qu'il y a plein de choses derrière qui fonctionnent un peu autrement. Donc, comment maintenant l'injecter dans notre variable d'environnement? Donc, il faut faire un export, egg égale $, et apostrophe. Donc, $apostrophe, ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur, là, on va le mettre dans une variable egg, et export, c'est-à-dire qu'on va l'exporter dans une variable d'environnement.
on met un /x pour lui dire que c'est de l'hexadécimal. Tout ça, c'est de l'hexadécimal, en mode binaire. Et là, il faut recopier tous les codes qui est là. Donc là, on voit bien que c'est 6A, 0B, 58, 31, X2, X52, vous pouvez vérifier, 66, 68, X2, 70. Il faut bien vérifier parce que la moindre erreur fait que votre programme va planter. 0, X, 68, 68. Donc là, on est bien dans le shellcode. 6, 73, c'est bon. 68, c'est bon. 69, 6, E89, et normalement on a E3, 52, 51, 53, 89, E1, CD et 80 pour l'interruption. Alors, je peux vous faire une petite anecdote assez marrante, c'est que dans les années 90, des fois, il y a certaines instructions, par exemple 74, 75, qui est jump ou not jump, on s'amusait à modifier genre des bits comme ça pour déplomber des protections de jeux vidéo. Bon, là c'est un petit aparté. Donc une fois qu'on fait un export egg, là, on met ça dans la variable environnement, et si on exécute maintenant Narnia 1, il va exécuter ce code-là avec le bon situ-id, normalement. On fait entrer, et là on voit qu'il essaie d'exécuter quelque chose, et là, on a eu notre bash 5.1, et est-ce qu'on a le bon utilisateur? Et ben on va regarder avec vous, amis. Et ben on est bien en Narnia 2, on fait ID, le ID, on voit que on a le EID, donc le ID est bien en Narnia 2. Donc ça veut dire qu'on peut voir le mot de passe en faisant 4 etc Narnia passe, et quand c'est Narnia 2. On fait 4 et on voit qu'il y a le mode passe. Donc ici, là, aujourd'hui, on a appris énormément de choses. C'était très intéressant. En tout cas, j'espère que c'était très intéressant pour vous. On a appris qu'est-ce que c'était un variable environnement, qu'est-ce que c'est un système, un appel système, comment l'injecter dans une variable d'environnement, comment créer un fichier assembleur, comprendre comment faire un shell, comprendre certaines instructions de langage assembleur. On a même appris comment personnaliser, grâce à CyberChef par exemple, vos commandes, parce qu'il n'y a rien que j'aurais pu faire par exemple 4 et là mettre un fichier, ça aurait fonctionné. Alors, rien ne m'oblige d'avoir mis 4 et après dans les arguments de mettre par exemple le chemin de par exemple Narnia et Narnia 1, j'aurais pas eu de shell, mais ça m'aurait par exemple affiché le mot de passe. Donc ça, on a appris à personnaliser, on a appris à compiler notre shellcode, on a appris à le décompiler pour avoir le langage machine, et on a appris à le mettre dans une variable d'environnement pour l'exécuter avec Narnia, pour avoir un shell et pour lire le mot de passe. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.